Во тема на денот разговарам со амбасадорот на Франција во земјава, Сирил Бомгартер. Амбасадоре, ви благодарам за можноста да го направиме овој разговор. Merci à vous, bonjour. Амбасадоре, преговорите кои што се водеа под раководство на Франција во изминатиот период за да се постигне договор помеѓу Македонија и Бугарија беа водени во целосна тајност. Дури и во овие моменти јавноста не ги знае сите детали, односно се уште не знаеме што содржи тој протокол кој што треба да го потпишат министрите за надворешни работи на двете земји. Дали мислите дека ваквиот пристап во преговорите создаде дополнителен отпор кај граѓаните во однос на прифаќањето на овој предлог? Pour vous répondre aussi directement que possible, je pense que oui. Mais est-ce que c'est dommage? Oui. Est-ce que c'est anormal? Non. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Je ne pense pas. Parce que le principe diplomatique d'une négociation, c'est que ça doit, pour être efficace, être mené par un groupe très réduit de personnes compétentes et généralement dans le secret. Donc concrètement, je pense qu'il y a une première phase qui est celle de la négociation et ensuite il y a une seconde phase qui est celle de l'explication. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper dans le calendrier parce que sinon on risque d'atteindre un résultat qui n'est pas celui qu'on espère. Во изминатите денови, конкретно вчера, излезе информација од представници од невладиниот сектор од Чешка, кои што информираат дека согласно податоците кои што ги добиле од Министерството за надворешни работи на Чешка, дури ни земји членки на Европската унија не биле информирани за деталите од преговорите кои што се во тек. Дали овие информации се точни? Je ne crois pas que ceci corresponde à la réalité, parce que le sujet en fait a fait l'objet de présentations et d'échanges à plusieurs reprises au long du processus devant ce qu'on appelle le Coreper, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne à Bruxelles, et également au niveau du Conseil des ministres. Et je ne crois pas qu'il y ait eu d'objections qui aient été exprimées à cette occasion. Moi, ce que j'observe à l'inverse, ce sont de très nombreuses déclarations de soutien, sans ambiguïté, à la fois de la part des institutions compétentes de l'Union européenne et des États membres qui représentent le Conseil. Ensuite, s'agissant spécifiquement de la République tchèque, je crois qu'il vaudrait mieux en fait poser la question directement aux représentants officiels de ce pays pour avoir un avis autorisé. En précisant, et nous le savons bien puisque nous venons de terminer d'exercer cette présidence du Conseil de l'UE pendant 6 mois, que celle-ci vous astreint à un rôle un peu spécifique de neutralité, puisqu'en fait il s'agit moins, quand vous avez cette qualité, d'exprimer une position nationale que d'essayer de traduire le consensus au niveau de ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Assemblée qui réunit les États membres. В насока на тајност имам само уште едно прашање. Гледаме дека и покрај повиците од голем дел политички представници во земјава, па дури и коалициони партнери на владата, да бидат објавени деталите од протоколот, владата се уште во тајност ја држи содржината на тој протокол кој што треба да го потпишат министрите за надворешни работи. Дали според вас е добра оваа стратегија на владата да ги држи во тајност овие информации? Là-dessus, je pourrais vous dire plusieurs choses. Je pense que d'abord, il faut bien voir que ce protocole, c'est un document bilatéral qui est discuté entre deux pays qui sont la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et que donc c'est à ces deux pays, l'un et l'autre, de se mettre d'accord sur la meilleure façon de procéder. Et à nouveau, il faut aussi avoir à l'esprit que sur ce sujet, comme sur les autres, ce qu'on a évoqué précédemment, il y a un temps pour la négociation et il y a un temps pour la communication et l'explication. Donc je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, je crois que les représentants officiels dans ce pays ont déjà annoncé publiquement que ce document serait bien communiqué au public. Да, очекуваме да го видиме тој документ, амбасадоре. Меѓутоа, има реакции во јавноста, силни реакции од како го добивме предлогот и од како беше објавен во јавноста. Дали Европската унија и посебно Франција, вашата земја,
очекуваше ваков отпор во македонската јавност за она што го доби како предлог за старт на преговорите? Je pense qu'on parle d'un sujet dont on sait qu'il est difficile, parce que de fait, ça fait plus d'un an et demi, peut-être même plutôt 2 ans qu'on est dans une situation de blocage, et que jusqu'à présent, tous les efforts qui ont été déployés se sont avérés vains pour surmonter cette situation. Et d'ailleurs, c'est complètement compréhensible, parce qu'effectivement, on parle de sujets qui sont extrêmement sensibles pour les citoyens, pour les opinions publiques, et bien sûr aussi politiquement. Donc le fait que ceci ne laisse pas indifférent est normal. Moi, ce que je sens, c'est effectivement, incontestablement, il y a des réserves et même parfois de la résistance dans une partie de la population. Mais ce qui me frappe le plus, c'est en fait un besoin de comprendre, un besoin d'explication et peut-être aussi le besoin d'un certain temps pour ça, pour pouvoir vraiment prendre le temps d'examiner avec la tête froide ce dont il s'agit, en ayant à l'esprit d'une part que le sujet est sensible et donc mérite qu'on puisse le considérer avec toute l'attention voulue, et d'autre part que la proposition est quand même assez complexe. C'est un texte les textes, même il y a plusieurs textes qui sont quand même très techniques, et si on n'a pas une culture juridique très solide, c'est assez difficile à comprendre. Et je dis ça, moi-même je pourrais me placer dans cette situation. Donc je pense que légitimement, il y a un besoin de compréhension, et il peut y avoir aussi un sentiment de frustration, parce que si on n'a pas la clé pour être capable par soi-même, à travers les textes qui sont disponibles, de se forger une propre opinion, il faut écouter les autres. Et donc là, il y a une question de confiance dans les institutions qui peuvent être amenées à donner l'explication. Donc je crois que c'est important effectivement de pouvoir considérer tout ça de façon très rationnelle, encore une fois sans passion, mais vraiment avec le souci de comprendre exactement le sens des propositions, leur portée et les conséquences qui s'attachent en fait aux textes qui sont sur la table. Многу дипломатски одговор, меѓутоа амбасадоре, во јавноста се создаде една слика откако ги видува деталите граѓаните од францускиот предлог, дека Франција воопшто не се грижела за црвените линии на Македонија во овој процес и дека всушност во преговарачката рамка се вклучени сите барања на Бугарија. Се согласувате ли со ваквиот став на јавност? Pas du tout. D'abord, je ne pense pas que ce soit la position de toute l'opinion publique, parce que je pense que l'opinion publique est quand même partagée, ça dépend de qui on parle, et même parmi ceux qui ont, et ça peut se comprendre, de fortes interrogations, il y a quand même ce besoin de comprendre et d'explication. Et d'autre part, moi je ne vais pas entrer dans tous les détails des textes sur la table, mais il y a un document qui est en fait probablement supérieur à tous les autres, qui est le cadre de négociation. Dans le cadre de négociation, on parle de langue macédonienne. On parle de macédonien, il n'y a pas de note de bas de page et il n'y a pas d'astérisque. Alors, si vous pensez que ça ne correspond pas quand même au respect d'une ligne rouge sur un sujet essentiel pour la partie macédonienne, moi je ne sais pas quoi vous dire. Et la vérité d'ailleurs, c'est qu'on voit très bien que de l'autre côté de la frontière, le texte a été également très vivement discuté. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un gouvernement qui est pratiquement tombé sur cette question. Et il y a eu un institut de sondage de réputation internationale qui a publié les résultats d'une enquête récemment qui montre que près de 60% des Bulgares ne soutiennent pas ou ont des distances vis-à-vis de la proposition. Donc en réalité, ce dont on parle, c'est un compromis qu'on a essayé de rendre le plus équilibré possible au prix de beaucoup d'efforts et d'un investissement important. Et je pense que sur des aspects essentiels, notamment en ce qui concerne la Macédoine du Nord, ceux qui sont liés à l'identité du pays, le texte qui a été négocié est un texte qui est, à mon avis, plus qu'acceptable. Амбасадоре, ќе бидам конкретен. Ако вие добиете предлог во кој што има декларација со која некој го оспорува вашиот француски јазик, дали би ставиле подпис на таков предлог? Donc moi je peux vous dire, pour répondre à votre question très directement, qu'à titre personnel, si on me demande de signer un document qui confirme l'existence officielle de la langue française, j'aurais strictement aucun problème de principe à signer un tel document, et je crois que c'est exactement ce dont on parle ici.
Ако ги погледнеме истражувањата на јавното мислење, последните анкети покажуваат дека дури 73% од македонците не се согласуваат со францускиот предлог и дури по цена да не продолжи евроинтеграцијата на земјата. Ве прашувам како представник на Франција, дали вашата земја, дали вашите власти би продолжиле напред во еден процес или би изгласале некакви предлози или закони ако има вакво противење во јавноста од 73% од граѓаните кои што не се согласуваат со такво нешто. D'accord. Question intéressante. Moi, je pourrais vous répondre simplement trois choses. La première, c'est qu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Là, c'est aux autorités compétentes macédoniennes de dire quel est leur sentiment sur la proposition et quelle suite elles entendent y donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je vous citais à l'instant les résultats d'une enquête qui a été faite en Bulgarie, qui montre que de l'autre côté de la frontière aussi, il y a des interrogations parmi la population. Puis la troisième question, la troisième point, c'est plutôt une question que je voudrais vous proposer. Une question que je voudrais vous poser. Est-ce que ces mêmes personnes qui disent ne pas soutenir la proposition, si on leur demande « êtes-vous sûr d'avoir bien compris le contenu de cette proposition et toutes ses implications », vous pensez qu'elles répondent quoi? Веројатно и владата требало да биде поотворена во целиот овој процес и подобро да ги објасни постапките. Il me semble que c'est précisément ce qu'il a fait en lançant ce vaste processus de consultation qui d'ailleurs, au jour où nous parlons, n'est pas encore terminé. Може ли тоа да се промени сликата и разбирањето во јавноста ако овој процес трае подолго? Personnellement, je pense que oui. Je pense que oui pour quelques raisons très simples. D'abord, je pense encore une fois que les textes qu'on a négociés au terme d'un processus qui a requis beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements de notre part en qualité de présidence française du Conseil de l'Union européenne, je pense que le compromis auquel on est arrivé est un compromis. Et donc par nature, un compromis, ce n'est pas parfait. Et ce compromis-ci non plus n'est pas parfait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a ces interrogations ici et il y a ces mêmes interrogations de l'autre côté de la frontière. En revanche, encore une fois, je pense qu'on est arrivé à la meilleure solution possible. Pas la solution idéale, mais la meilleure solution possible, et que cette proposition, en fait, permet de respecter les sensibilités de chacun. Et je pense que cette proposition, elle permet d'atteindre l'essentiel. Et pour ce qui concerne la Macédoine du Nord, à mon avis, l'essentiel, il se trouve résumé dans ces deux points. Le premier, c'est qu'en ce qui concerne les aspects qui sont les plus sensibles, pour le pays, pour les citoyens, ceux qui touchent à l'identité, le texte qui a été négocié est à nos yeux un bon texte. Et la deuxième raison, c'est que ce texte permet potentiellement de débloquer ce qui, depuis bientôt 2 ans, était bloqué. C'est-à-dire qu'il ouvre un chemin qui est peut-être étroit, mais qui est malgré tout possible pour permettre au pays d'entrer dans une phase active de son processus d'intégration à l'Union européenne. C'est une question de volonté politique et de responsabilité politique. Et donc, je pense qu'avec un travail de pédagogie, avec un travail d'explication, qui est un travail qui doit être mené honnêtement, sans passion, mais à partir d'une analyse précise des textes, je pense qu'on doit être en mesure de faire comprendre ces éléments à ceux qui voudront bien en tout cas les entendre et que ça peut avoir une influence sur l'évolution de l'opinion. Parce qu'à la fin des fins, les gens sont raisonnables et doivent arriver à apprécier par eux-mêmes où se trouve leur intérêt. Амбасадоре, многумина велат дека главната блокада за Македонија се случи во 2019 година, кога вашиот председател, господинот Емануел Макрон, побара реформи во самата Европска Унија. Дали ова беше грешка на Франција? Alors, je ne pense pas que c'était une erreur, parce qu'en réalité, cette demande, elle n'était pas dirigée contre la Macédoine du Nord ou contre l'Albanie, qui était exactement dans la même situation. Cette demande, elle concernait, elle portait sur la méthode de l'élargissement. Et notre souci, c'était de pouvoir réviser la méthodologie de l'élargissement, en fait, dans l'intérêt des pays candidats eux-mêmes et de leurs citoyens. Parce qu'en réalité, d'abord, il ne faut pas oublier qu'on a été entendu, parce qu'en l'espace de 6 mois, l'Union européenne a trouvé un consensus sur une nouvelle méthodologie de l'élargissement. Et je peux vous dire que
vu les temps habituels de décision de l'Union européenne, 6 mois, c'est vraiment très rapide. Donc ça montre bien qu'il y avait quand même un réel besoin. Et ça va permettre en fait au processus d'intégration européenne, à partir de maintenant, d'être moins formel, de veiller à ce que les réformes qui sont adoptées sur le papier soient vraiment mises en œuvre sur le terrain et produisent des résultats qui seront visibles pour tout le monde. Et ça correspond, je crois, à un besoin qui est profond, qui est partagé, y compris par les populations. Donc c'était ça le sens de la demande. Alors après, c'est évident que même si l'objectif était celui-ci, c'est évident que conjoncturellement, ça a créé des difficultés pour les pays qui étaient dans cette phase de rapprochement européen et avec une possibilité de pouvoir ouvrir les négociations d'adhésion qui étaient proches. On en est tout à fait conscient et ceci contribue aussi au fait que nous portons un intérêt particulier pour ce pays, pour ce dossier, et ceci contribue à expliquer que malgré un agenda extrêmement chargé au titre de la présidence française de l'Union européenne, sur lequel on reviendra dans un instant, le président de la République personnellement a souhaité, dès le début de ce qu'on appelle la PFUE, tenir une conférence au sommet entre l'Union européenne et les pays des Balkans. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a eu cet effort particulier, il y a eu cet investissement profond qui a demandé beaucoup d'énergie et de temps pour essayer de trouver une solution qui permette de débloquer ce qui était bloqué jusqu'à présent. Тоа дополнителна сенка во односите помеѓу Македонија и Франција фрли именувањето на македонците како северно македонци од страна на председателот Емануел Макрон, и тоа не еднаш, туку два пати во неколку дена. Како ова ќе им го објасните на македонците? Ceci a déjà fait l'objet d'explications. D'abord, je veux le redire ici, mais il n'y a strictement aucun doute sur le fait que les habitants de la Macédoine du Nord s'appellent des Macédoniens. Et ensuite, il y a eu des échanges sur ce sujet entre l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères ici a rendu compte de ces discussions et je crois que le ministre des Affaires étrangères macédonien singulièrement a donné des explications qui correspondent exactement à la réalité et qui permettent à tout le monde d'apprécier les conditions dans lesquelles ceci a pu être dit. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'il y a à peine 2 jours, le président de la République française a publié sur nos réseaux sociaux en tant qu'ambassade un message sur la situation et que ce message, incidemment, se réfère explicitement aux Macédoniens. Да се надеваме дека нема да се повторуваат вакви грешки. Амбасадоре заврши 6-месечното председателство со Европската Унија. Како Франција е задоволна од она што го постигна и дали се остварени плановите на француското председателство? Alors, ce qu'il faut voir, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est qu'on a exercé cette présidence dans un contexte très particulier. Notamment du fait, à partir du mois de février, de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Et ceci a contribué à... D'abord, je pense que ceci traduit une forme de bouleversement de l'ordre du monde, mais ceci a eu évidemment un impact très important sur le déploiement de nos activités en tant que présidence française de l'Union européenne. Donc je reviendrai, je pense, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard dans le cadre de nos échanges sur ce sujet précis de la situation ukrainienne, de la réponse de l'Union européenne vis-à-vis de cette situation et des conséquences que cette situation a eu également sur le processus de l'intégration à l'Union européenne. Mais ce que je veux dire, c'est que indépendamment de la gestion de cette crise, sur laquelle on va revenir dans un instant, je crois que quand on regarde le bilan de la PFUE, et beaucoup d'observateurs indépendants le disent, celui-ci est en réalité assez impressionnant. Parce que, en fait, sur tous les sujets qui étaient clairement identifiés comme prioritaires, il y a eu des accords qui ont été obtenus et qui sont pour certains des accords historiques, qui correspondent à des accords qui étaient recherchés pour certains depuis plus de 10 ans. Et donc, en matière de protection de l'environnement et de réduction, d'atteinte de l'objectif européen qui est celui d'avoir une zone qui soit zéro carbone en 2050, on a des textes très concrets de portée historique qui ont été adoptés pendant cette présidence. En matière de recherche de l'indépendance énergétique, il y a également un chemin qui a été tracé et des premières décisions qui ont été prises qui vont permettre d'affirmer progressivement une autonomie
européenne dans ce domaine. Sur la question du numérique, qui est extrêmement importante, l'Union européenne a été capable d'adopter 2 textes qui sont des textes qui en réalité sont sans équivalent dans le reste du monde et qui permettent de fixer des normes dans ce secteur en pleine expansion, mais qui à certains égards relèvent un petit peu encore du Far West normatif aujourd'hui. Dans le domaine social, il y a eu de nombreuses avancées, dont un accord lui aussi historique sur l'instauration d'un salaire minimum. En matière d'Europe de la défense, il y a des développements majeurs qui ont été obtenus et sur lesquels je pourrais revenir un peu plus précisément si vous voulez, et la liste ne s'arrête pas là. Donc je crois que les succès sont nombreux, et globalement ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même, encore une fois, dans un moment où l'histoire s'accélère et l'ordre du monde semble bouleversé. Et donc plus que jamais, on est dans un moment où on a besoin d'affirmer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire d'affirmer la puissance européenne vis-à-vis du reste du monde. Et je crois que tous les succès qui ont été enregistrés pendant ces 6 mois, que je viens d'énumérer pour certains, finalement permettent de contribuer à l'affirmation de cette puissance européenne. Sur le plan militaire, mais aussi par la capacité pour l'Union européenne d'être plus autonome dans la production de produits qui sont d'une importance stratégique pour ne pas dépendre du reste du monde. Et au-delà de la construction de cette puissance européenne, faire ceci dans le respect de nos valeurs. Et le respect de nos valeurs, ça veut dire des normes d'équité en matière sociale, mais ça veut dire aussi les normes les plus avancées du monde pour le respect de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Амбасадоре, војната во Украина е далеку од својот крај. Многумина велат дека пред нас е тежок период. Според вас, каква зима ја очекува Европа? Je pense que cette guerre d'Ukraine, que nous avons condamnée sans la moindre réserve, et quand je dis nous, c'est pas seulement en tant que présidence française de l'Union européenne, c'est notamment en tant qu'Européens, l'OTAN également, et au-delà une partie importante du reste du monde, par sa gravité, nous obligeait à réagir. Et je pense que quand on regarde les choses froidement et objectivement, je pense que peu d'observateurs auraient pu s'attendre à ce que la réponse de l'Union européenne face à cette crise soit aussi rapide, soit aussi puissante, et ceci avec la condition d'une telle unité. Et quand vous regardez, en fait, il y a eu d'abord l'adoption de mesures de sanctions. Au jour d'aujourd'hui, on a 6 trains de sanctions successifs qui ont été adoptés et qui contribuent en fait à créer une situation sur le terrain qui fait la différence. Et il faut avoir à l'esprit que c'est vrai que certaines de ces sanctions ont fait l'objet de discussions. Elles n'ont pas empêché qu'à l'issue de ces discussions, on adopte des décisions, qu'on trouve des accords, mais sur des sujets qui sont objectivement extrêmement sensibles. Parce qu'il s'agit quand même d'affirmer son indépendance énergétique par rapport aux approvisionnements de la Russie. Et il faut bien avoir à l'esprit que l'Europe en général et certains États membres en particulier étaient et sont encore actuellement dans une situation de grande dépendance. Donc c'est douloureux, c'est des choix douloureux qui ont été faits. Mais ces choix, ils ont été faits et ils tracent une trajectoire qui est vraiment clairement identifiée. Donc il y a eu les sanctions et puis en parallèle, il y a eu toute la politique de soutien à l'Ukraine. Un soutien donc politique, comme je le disais, un soutien humanitaire qui est essentiel, un soutien économique et financier qui est massif, et puis, ce qui est peut-être le plus novateur s'agissant de l'Union européenne, un soutien militaire. Parce que vous avez un instrument financier européen qui s'appelle la Facilité européenne de paix, qui a été utilisé d'ores et déjà, si je ne me trompe pas, à hauteur de 3 milliards d'euros pour financer la livraison d'équipements à l'Ukraine. Donc tout ceci, en fait, est massif. Et tout ceci montre que les Européens ont pris leurs responsabilités et ont traité avec le sérieux voulu cette situation qui est d'une grande gravité. Il faut avoir à l'esprit, et là je réponds un petit peu plus directement à votre question, que cette situation, dont on ne sait pas précisément combien de temps elle va durer, continue de produire des conséquences. Et donc il y a des conséquences effectivement sur l'offre
énergétique, notamment de l'Europe et de l'Union européenne, mais il y a des conséquences qui sont peut-être encore plus inquiétantes sur ce qui correspond à la sécurité alimentaire. Et nous, dans nos pays, on le sent peut-être un petit peu moins, mais tout de même, à travers en tout cas, sinon une pénurie, du moins une augmentation des prix significative. Mais il faut avoir à l'esprit que pour d'autres pays, pour d'autres régions du monde, la situation est beaucoup plus grave encore et que ce sont des risques sérieux de pénurie en fait qui sont posés. Et là-dessus, je pense que c'est important d'avoir les idées claires. Cette situation, c'est la conséquence directe de la guerre d'agression qui a été menée contre l'Ukraine. Et pas d'autre chose. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que les sanctions européennes dont je parlais tout à l'heure, elles ne portent pas sur ces produits alimentaires de première nécessité. Après, sur la question de l'Ukraine, si vous me permettez encore un petit développement, parce que là aussi, j'y faisais référence tout à l'heure, cette guerre d'Ukraine, elle a eu aussi un autre impact sur le processus général de l'intégration européenne. Parce que, vous l'avez vu, une décision historique a été prise ces dernières semaines de conférer le statut de candidat et à l'Ukraine et à la Moldavie. Et l'évolution de ce contexte, à nos yeux, en qualité de PFUE, rendait encore plus nécessaire la nécessité de débloquer le différend bilatéral entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pour permettre de rouvrir les perspectives européennes, non seulement de la Macédoine du Nord, mais aussi de l'Albanie. Parce que si on ne parvenait pas, et si on ne parvient pas à ce résultat, de fait, il y a une forme de retard qui va être pris, parce qu'on va voir des pays qui avancent, alors que d'autres, ici, dans cette région qui nous est si chère des Balkans occidentaux, vont rester dans l'impasse et vont faire du surplace. Et c'est vraiment pour éviter d'arriver dans cette situation qu'on a voulu mettre tout notre poids dans la balance pour essayer de trouver une solution qui soit encore une fois acceptable par les parties sur les éléments vraiment les plus essentiels et qui permette de rouvrir cette perspective européenne de la Macédoine du Nord, de l'Albanie et plus généralement des Balkans occidentaux. Ambasador, благодаря много. Merci beaucoup à vous.